Bonsoir. Je ne sais pas vous, mais moi, une petite confidence. Pas facile de passer après 9 explorateurs, hommes, et aussi brillants les uns que les autres. Bien. Quand on pense aux explorateurs, généralement, on imagine des gens avec des chapeaux en cuir, ou alors de grands bateaux, ou alors des navettes spatiales. Ce soir, je vais vous parler d'une autre sorte d'exploration, celle du monde microscopique, des êtres vivants infiniment petits, petits par leur taille, mais grands par leur importance, aussi bien pour l'homme que pour son environnement. De nombreux travaux de recherche ont démontré leur intérêt pour résoudre certains problèmes qui se posent de nos jours à notre société. Nous allons découvrir ensemble notamment les capacités insoupçonnées de certains champignons qui vivent cachés dans le sol. Ce sol qui a été longtemps considéré comme un simple support où les plantes s'enracinent, épuisent les éléments nutritifs indispensables à leur développement, est en réalité un fantastique réservoir d'organismes vivants tant en termes de biodiversité qu'en termes de densité. Si je m'intéresse uniquement aux champignons, eh bien, dans 1 gramme de champignons, on peut trouver environ 100 000 champignons différents, ce qui correspond environ à 3,5 tonnes par hectare. Il existe différents types de champignons. Les plus connus sont les plus visibles, portant des chapeaux divers et variés qu'on rencontre dans les forêts généralement et qu'on aime bien cueillir, en tout cas certains d'entre eux. Eh bien, ce ne sera pas ceux-là qui vont faire l'objet de mon intervention aujourd'hui. Vous allez me dire, mais il y en a d'autres qui ne portent pas de champignons, de chapeaux, qui sont microscopiques, mais qu'on connaît bien. Et pour cause, ils envahissent nos aliments dès qu'on a le dos tourné. Il s'agit des fameuses moisissures. Ce ne sont pas non plus ceux-là qui vont m'intéresser ce soir. Aujourd'hui, les champignons auxquels je m'intéresse font partie d'une famille qui échappe à notre regard, car ils vivent sous nos pieds, dans le sol, et peuvent s'étendre sur des mètres, voire des kilomètres. Et ils se présentent beaucoup plus sous forme de filaments que sous forme d'une tige et d'un chapeau. Il s'agit des champignons mycorhiziens. Mycorhizien est un terme qui vient du grec myko, qui veut dire champignon, et rhiza, qui veut dire racine. En effet, ce sont des champignons qui vivent en association avec les racines des plantes. Je vais vous parler d'une seule famille de ces champignons mycorhiziens. C'est ce qu'on appelle la plus répandue. Environ 90% des plantes terrestres connues que vous voyez tous les jours vivent en réalité avec ce type de champignons. C'est ce qu'on appelle les champignons mycorhiziens à arbuscules. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce terme barbare encore d'arbuscule? C'est simple, ce sont des champignons qu'on appelle ainsi parce que tout simplement, ils forment à l'intérieur des cellules des plantes des structures sous forme d'arbustes que vous voyez là et qui permettent les échanges de nutriments entre la plante et le champignon. Ce sont des champignons microscopiques qui sont apparus il y a très très longtemps, il y a environ 460 millions d'années et qu'on trouve dans tous les environnements naturels, même les plus hostiles. Je dirais que c'est même là qu'ils deviennent plus intéressants pour la plante. Ce sont des champignons qui ressemblent à quoi alors, si ce n'est pas ceux qu'on connaît, ceux qu'on voit tous les jours? Si on déterre une plante, on ne peut pas réellement voir au niveau de ses racines ces champignons, mais si on prend le soin de les observer sous microscope, on verra la chose suivante. Les racines, bien sûr, et entre les racines, on aura un réseau de fins filaments enchevêtrés qu'on appelle le mycélium, qui constitue un genre d'extension à cette racine et qui vont jouer un rôle dans le prélèvement des nutriments à partir du sol, mais aussi dans la formation de ce qu'on appelle des spores
qui ne sont autres que les structures de reproduction de ce type de champignons. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que ce champignon et cette plante s'associent pour former ce qu'on appelle une symbiose à bénéfice réciproque. Autrement dit, ces deux partenaires entretiennent en quelque sorte un rapport gagnant-gagnant pour une meilleure vie. Et en l'occurrence, la plante va fournir les sucres aux champignons et en échange, le champignon, lui, va améliorer sa nutrition en eau, mais aussi en minéraux. Et en fait, ceci est possible car ce champignon va explorer un volume de sol 1000 fois supérieur par rapport à une racine seule. De ce bénéfice alimentaire en réalité va permettre une meilleure croissance de la plante et par conséquent une meilleure résistance aux stress environnementaux, c'est-à-dire à toutes les agressions du milieu extérieur. Et justement, de ces nombreux avantages vont découler un certain nombre d'applications de ces champignons pour l'homme, mais aussi pour son environnement. Il faut savoir que c'est pour cette raison que ces champignons sont considérés aujourd'hui, à l'heure du développement durable, comme des acteurs clés des services que la nature peut rendre à la société humaine. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors, quelques exemples de ces services que ces champignons peuvent rendre à la plante et indirectement à l'homme. Parmi les applications potentielles émergentes actuellement, on a par exemple l'utilisation de ces champignons en tant que biofertilisant ou alors en tant qu'agent biologique de lutte contre les maladies des plantes, ce qui va permettre de réduire l'usage des engrais chimiques, mais aussi des pesticides en agriculture, ce qui est une application hyper importante actuellement. Une deuxième application peut avoir une autre utilisation inattendue cette fois-ci dans le domaine de la réhabilitation des sols pollués. On peut les utiliser en tant qu'agents biodépollueurs. Cette dernière application potentielle fait partie des activités de recherche de notre laboratoire à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Alors, pourquoi on s'intéresse à ce sujet? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette problématique touche de près notre région, qui est malheureusement la deuxième région la plus polluée en France, et ceci du fait de son lourd passé industriel. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler du risque que présente pour la santé la pollution de l'air, la pollution de l'eau, mais peu ou pas du tout de la pollution du sol. Et pourtant, on est tous concernés puisqu'on peut y être exposé de différentes façons. Soit de façon directe, ça concerne plus particulièrement les enfants, mais aussi les agriculteurs qui sont amenés à manipuler le sol, mais aussi de façon indirecte, via les envols de poussière, via les contaminations des eaux ou alors le transfert vers les produits alimentaires, comme par exemple la consommation des fruits et légumes cultivés sur des sols pollués, ou alors tout simplement la viande provenant d'un animal qui a pâturé sur ces sols. Donc on comprend bien que cette pollution pose un sérieux problème de santé publique, mais aussi environnemental. C'est pourquoi la question de la remédiation des sols, de la dépollution des sols, est devenue aujourd'hui une priorité aussi bien pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les scientifiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nos jours, en fait, les méthodes qui sont utilisées pour dépolluer les sols sont principalement des méthodes physiques et chimiques, consistant par exemple en un traitement thermique ou alors en un lavage avec des solvants des sols excavés. Malheureusement, ces méthodes, bien qu'elles soient rapides, elles présentent deux inconvénients majeurs. D'abord, elles sont très coûteuses et surtout, elles détruisent toute forme de vie au niveau du sol, générant un matériau inerte. Or, le sol est une ressource limitée, non renouvelable, qu'on se doit de préserver. Parmi les méthodes de dépollution qui sont donc respectueuses de l'environnement, eh bien, on peut
voir ce qu'on appelle la phytoremédiation. Alors, la phytoremédiation, c'est quoi? C'est une méthode douce de dépollution des sols qui est basée sur l'utilisation de la capacité naturelle des plantes à éliminer les polluants, soit par immobilisation, par dégradation ou alors par extraction, tout simplement. Alors, cette méthode présente beaucoup d'avantages. Contrairement aux méthodes physico-chimiques, elle est à la fois écologique, économique, applicable sur de grandes surfaces et surtout préserve la qualité du sol. La phytoremédiation, d'ailleurs, elle fait partie des actions prioritaires du Grenelle de l'environnement, vu son adéquation avec le développement durable. La phytoremédiation a commencé à être étudiée en France dans les années 90 et l'idée de rajouter un engrais biologique à base de ces champignons mycorhiziens à arbuscules a commencé à se développer uniquement ces 10 dernières années. On parle alors de la phytoremédiation assistée ou aidée par les champignons mycorhiziens. Vous allez me dire comment des champignons peuvent aider une plante à dépolluer les sols. Eh bien, ils vont augmenter sa capacité à dépolluer les sols en la protégeant contre la toxicité des polluants qui se trouvent dans le sol, mais aussi en stimulant la flore microbienne qui se trouve dans le sol, qui, elle, va prendre en charge les polluants. Plusieurs plantes sont connues pour leur capacité de phytoremédiation. On peut citer à titre d'exemple quelques herbacées telles que le régras, la luzerne, le trèfle, quelques graminées telles que le blé, le maïs et le miscanthus. Ce dernier étant plus à la mode, il est en vogue actuellement, c'est ce qu'on appelle communément l'herbe à éléphant. Et on a également quelques arbres tels que le peuplier et le saule. Les polluants donc traités par phytoremédiation sont principalement issus de l'activité de l'activité humaine. Ils peuvent être soit organiques tels que les hydrocarbures, les pesticides, les solvants, ou alors inorganiques tels que les métaux lourds. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais où en est la recherche actuellement en France dans ce domaine? Eh bien, la recherche dans ce domaine, c'est-à-dire en phytoremédiation, est au stade expérimental. C'est plus exactement au stade de démonstration, c'est-à-dire qu'on commence à sortir des laboratoires pour tester et valider ces méthodologies sur le terrain directement. Plusieurs équipes de recherche travaillent dans ce domaine et donc en s'appuyant sur un réseau qui regroupe plusieurs sites ateliers sur lesquels sont menées des expériences grandeur nature visant à déterminer des solutions pratiques pour dépolluer les sols. Il s'agit du réseau Saphir, site atelier français pour l'innovation et la recherche. Actuellement, il comporte 7 sites, dont 2 sont situés dans le nord. C'est ainsi que notre équipe accède à certains de ces sites ateliers, dont 3 que vous connaissez probablement, puisqu'ils sont connus pour leur contamination. Vous avez le site de Métal Europe, qui est un site donc, qui est situé entre Douai et Lens et qui correspond au secteur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Alors celui-là est fortement contaminé par les métaux lourds, notamment le plomb, le zinc et le cadmium, issus d'anciennes industries métallurgiques. Nous avons également le site de l'Union, qui lui donc, est situé à cheval sur Tourcoing, Waterloo et Roubaix, et qui est une friche industrielle en milieu urbain, contaminée par plusieurs polluants, dont les hydrocarbures majoritairement.
Et enfin, on a un troisième site qui est le site d'Alouin, qui ne fait pas partie du réseau Saphir et qui est contaminé, qui se trouve à 20 km de l'île à peu près, et qui est contaminé par des dioxines provenant de rejets d'un ancien incinérateur défectueux qui est resté en activité pendant une trentaine d'années. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble de ces sites ateliers, des recherches sur les performances de cette phytoremédiation assistée par les champignons mycorhiziens sont en cours. Actuellement, les résultats obtenus sont plutôt encourageants et prometteurs. Alors, nous sommes arrivés maintenant au terme de ce petit voyage exploratoire au cœur des champignons microscopiques du sol. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les chercheurs, ce n'est que le début d'un long voyage visant à exploiter cette ressource naturelle, donc vivante, qui existe d'ailleurs depuis des centaines de millions d'années pour résoudre certains problèmes environnementaux actuels. Merci pour votre attention.